Et on va plus loin tout de suite avec notre invité du jour. C'est vous, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Il y a deux séquences qui ont lieu quasiment en même temps. Aujourd'hui, l'une à Kiev avec cette visite de la délégation européenne avec toutes ces questions qui sont posées, l'aide militaire à l'Ukraine, l'adhésion de Kiev aussi à l'Union européenne. Et parallèlement, il y a les Russes qui commémorent cette bataille de Stalingrad. Vladimir Poutine qui entend capitaliser sur ce symbole aujourd'hui. Oui, alors c'est assez symbolique, hein. D'un côté, l'histoire, la référence à la Grande Guerre patriotique, donc s'enfermer dans son passé. De l'autre côté, le présent et le futur, l'Union européenne. Donc je trouve que c'est assez symbolique que tout ceci est lié en même temps. On connaît l'importance de la bataille de Stalingrad pour les... L'une des plus sanglantes de l'histoire. Bien sûr, et pour les soviétiques qui ont réussi à arrêter l'armée allemande, et non seulement l'arrêter, mais faire prisonnier une grande partie de la 6e armée allemande. Ça a duré assez longtemps. Staline a été très très ferme, il a gagné. C'est une façon pour le président Poutine de dire, vous voyez, on peut reculer puis repartir vers l'avant. Et c'est probablement le message qu'il veut faire passer sur la capacité de la Russie à encaisser les chocs et à repartir vers l'avant, probablement. Puisque les autorités russes usent du même langage, d'une opération pour faire reculer le nazisme. Est-ce qu'il y a des parallèles qui vont être faits aujourd'hui? Sûrement, côté russe, en tout cas, les Russes qui déclarent à leur peuple qu'ils sortiront plus forts à l'issue de ce conflit. Oui, alors c'est probablement tout le discours que le président Poutine a construit depuis 15 ans et qui est répété sans cesse sous forme de propagande à la population russe. Et il est bien connu que vous et moi, nous sommes des nazis et que donc tout ce que nous faisons est empreint de cette idéologie. Donc, si vous voulez, pour des gens qui sont enfermés dans leur petit vase, ça peut représenter quelque chose. Heureusement, nous avons, nous, la liberté d'information, d'analyser tout ça et de savoir où est l'erreur. Alors parlons justement de ce que peut-être les Russes préparent. On a beaucoup parlé de cette grande offensive que Moscou préparait pour les 1 an de l'offensive. Ça approche le 24 février prochain. Semble-t-il, Kiev aussi un redoute que les Russes n'attaquent, puisque Kiev n'a cessé de réclamer ces dernières semaines des armes lourdes aux Occidentaux qui vont quand même commencer à arriver. Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. La Russie a évacué Kherson, a été enfoncée à Kharkiv et donc a réorganisé son dispositif autour du Donbass. Premier point. Deuxième point, la mobilisation commence à porter ses fruits. Les gens qui ont été mobilisés, entraînés, peuvent arriver sur le terrain. Donc ça, c'est l'état des forces, si vous voulez. Une augmentation de la masse critique des forces russes. Le deuxième point, c'est le mois de février. C'est un peu la fin de l'hiver, donc c'est le moment où le sol est encore un peu gelé. Mais j'entendais des informations ce matin disant que, comme il n'a pas fait très froid cet hiver, il y a beaucoup de boue. Ce qui empêche les offensives mécanisées. Ce qui n'empêche pas l'infanterie de progresser, mais ce qui empêche l'infanterie mécanisée. Et donc, vous avez ce renforcement russe d'une part, et les Ukrainiens qui annonçaient une offensive, mais qui ne vient pas. Ne vient pas peut-être à cause des éléments météorologiques que j'ai donnés, mais aussi parce que les renforts, il faut bien dire qu'on demande les renforts la veille pour le lendemain. Et donc c'est très compliqué. Les chars, on sait que ça va être dans 2-3 mois. On parle d'avions, c'est plutôt dans 1 an. Donc on voit qu'on a toujours un temps de retard. Donc il va falloir voir quelle est l'évaluation des forces sur le terrain en ce moment. L'offensive, enfin, qu'est-ce que ça veut dire une offensive russe? Reprendre Kiev? Aller conquérir l'Ukraine? C'est vrai que tout le monde a encore en mémoire forcément cette date fatidique du 24 février qu'on va commémorer. Les sûr. Médias étrangers, nous les premiers, vont être en édition spéciale. Nous avons, depuis le début de cette guerre, nos envoyés spéciaux quotidiennement sur le terrain. Il y a évidemment une date symbole. Est-ce que les Russes vont frapper à ce moment-là ou pas? Est-ce que vous le redoutez déjà? Non, alors d'abord, la date symbole, je n'y crois pas. Deuxièmement, j'en reviens, qu'est-ce que c'est qu'une offensive russe? Reconquérir le Donbass pour crier victoire et que le président Poutine dit « j'ai gagné ma guerre », peut-être, envahir l'Ukraine, il sait très bien qu'il ne peut pas. D'abord, il ne peut pas la conquérir, mais encore moins la tenir.
L'Ukraine est un pays dont l'indépendance n'est plus approuvée et les patriotes ukrainiens ne se laisseraient pas envahir comme cela. Donc pour le président Poutine, ça voudrait dire un pays envahi qu'il va falloir tenir avec 400 000 hommes, 500 000 hommes. Ça ne tiendra pas. On sait que l'essentiel des forces est déployé quand même sur l'est Oui. l'est du pays, avec des avancées en tout cas annoncées sur le terrain ces derniers jours, notamment dans la région de Bakhmout. Ça pourrait se concentrer peut-être là-bas? Oui, je crois que c'est dans cette région-là que la Russie veut faire effort pour marquer la libération des peuples russes, comme ils disent. Et là, on peut concentrer 200 000, 300 000 hommes, ça peut avoir un effet et ça peut submerger la défense ukrainienne d'une certaine façon. Alors dans tout ça, les fameuses armes lourdes réclamées aux Occidentaux et qui, a priori, vont arriver, on a parlé des chars Léopard 2 allemands, qui vont être fournis. On a aussi parlé des avions de chasse. Alors les Américains ont exclu cette option. Emmanuel Macron a dit toutes les options sont sur la table aujourd'hui, ce qui a d'ailleurs fait réagir les autorités russes hier. Est-ce qu'on va, selon vous, vers une escalade dans le conflit? En tout cas, c'est ce que les Russes estiment aujourd'hui. Alors écoutez, il faut bien distinguer les deux. Les chars, l'accord a été donné, ils viendront, 150 chars à peu près, quand dans 2 mois, 3 mois, donc on le voit, c'est Pour pas mars, pour l'offensive a priori. du février. Hein. Donc moi je crois plutôt pour une offensive à l'été. Vous voyez, quand je dis l'été, c'est juin, peut-être mai-juin. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, et ça aidera effectivement à renforcer le dispositif ukrainien pour renfoncer les positions russes. Sauf que des chars sans avion, a priori, je ne suis pas spécialiste, mais on dit que ça ne fonctionne pas. Mais je ne sais pas qui vous a dit ça, mais il n'a pas bien compris de quoi il s'agissait. On parle là peut-être du duo avion-char pendant la guerre de 40 qu'ont utilisé les Allemands. Sauf que là, les avions, ça sert à quoi? 3 objectifs. 1, empêcher les avions russes de venir dans le ciel ukrainien. C'est pas la peine, ils ne viennent plus. Ils sont tellement détruits par l'artillerie antiaérienne ukrainienne qu'il n'y a aucun avion russe qui vient dans le ciel ukrainien. Donc ça ne sert à rien. Deuxième point, frapper loin. On sait qu'on ne le veut pas. On ne veut pas que les avions qui seraient ukrainiens puissent frapper en Russie. Donc troisième utilisation, l'appui au sol des forces terrestres. Donc c'est un peu ce que vous signalez. Donc je ne dis pas que c'est secondaire. Je dis que ça serait un plus. Mais l'offensive peut très bien fonctionner comme ça, puisque les avions russes ne viendraient pas les attaquer compte tenu de la densité de la défense antiaérienne. Mais surtout, le sujet qu'il faut se poser, c'est comment des avions occidentaux, que ce soit des F-16 ou des Mirage 2000, puissent arriver, former les pilotes, envoyer. Moi, je vois ça plutôt en 2024 qu'en 2023, vous voyez, donc c'est pas pour l'offensive tout de suite. Parce que ça prend du temps, tout ça. Il suffit pas de l'annoncer, il faut le mettre en place. Exactement. Comme ces annonces de Joseph Borrell au micro de France 24 l'année dernière à bord du train dans lequel évolue la délégation européenne et notre envoyée spéciale Caroline Descamarets, la formation de 30 000 soldats ukrainiens par les Européens. Ça met du temps à mettre en place. Oui, alors cette formation, elle a déjà été mise en place de façon très très rapide par l'Europe, faut le rappeler. L'Europe qui était très très lente depuis le début de la guerre, accélère considérablement et montre que c'est les crises qui sont des révélateurs et qui montrent que c'est un outil qui peut fonctionner vite. Donc oui, on va former beaucoup de soldats, mais encore une fois, les matériels, c'est un petit peu différent. Il faut mettre toute la chaîne logistique, transporter les matériels et puis former le personnel. C'est pour ça qu'on dit que les chars, il faut 2 à 3 mois à peu près. Les avions, il faudra beaucoup plus longtemps. Ce sera un atout décisif pour Kiev, vous pensez ? Les chars, oui, ils ont besoin de ce renforcement. Il faut rappeler qu'ils ont beaucoup de chars d'origine soviétique, hein, qu'ils soient russes, tchèques, polonais, ils en ont beaucoup. Et ceux-là, ils savaient les faire fonctionner tout de suite. Je regardais des informations avant de venir où il y avait des chars d'origine russe et à côté, il y avait des carcasses. Et en fait, les mécaniciens récupéraient les pièces sur les carcasses pour réparer les chars. Et les munitions aussi, d'ailleurs. Ben oui, et donc tout ça, c'est facile à faire. Quand on est avec des léopards, les M1, on a dit dans 1 an, mais les Léopard dans 2-3 mois, c'est un peu différent. Il faut reconstruire complètement le système logistique. Une dernière question. Si je vous suis bien, la grande offensive annoncée déjà depuis quelques semaines n'est pas pour tout de suite. Il va falloir regarder quoi de près? Il y a un sommet européen qui va se tenir demain à Kiev avec cette délégation donc, européenne. Ça va quand même être un moment important que les Russes vont scruter attentivement. On n'en doute pas, il y a déjà des déclarations aujourd'hui. Bien sûr. Et l'offensive dont vous parlez, il va falloir voir où le front risque de craquer. C'est-à-dire l'endroit
où les Russes vont pouvoir concentrer une masse telle que les Ukrainiens ne pourront pas le tenir. Mais la deuxième chose qu'il faudra voir, c'est les Ukrainiens qui annoncent une offensive depuis plusieurs semaines. Où sont-ils? Que font-ils? Actuellement, c'est le brouillard. Or, ils l'ont très bien fait. Ça, c'est stratégique, vous pensez? Ah, mais bien sûr, à Kharkiv et à Kherson, c'est ce qu'ils ont fait. Donc j'espère qu'ils vont faire la même chose, qu'ils vont trouver le bon endroit. Le chef d'état-major a dit « je sais où employer les moyens ». Donc où ils vont trouver le bon endroit, et ils attendent peut-être que l'offensive russe se précise pour contrer cette offensive russe. Vous la pensez capable, cette armée ukrainienne qui s'est mobilisée extrêmement vite? On a vu de jeunes hommes très jeunes se mobiliser dès les premières heures de l'offensive russe. Un an après, puisqu'on va bientôt fêter ce premier anniversaire, vous les pensez capables encore de tenir tête? C'est quand même une armée fatiguée, usée? Alors elle est fatiguée, mais expérimentée. Je crois à la volonté des soldats ukrainiens qui sont absolument déterminés à défendre leur patrie. Je crois à la capacité du commandement ukrainien qui, depuis 11 mois, nous démontre qu'il a évolué. Ça n'est plus une armée soviétique. Il est capable de réagir au plus bas niveau très rapidement, de prendre des initiatives. Donc je crois à tout ça. Est-ce que ça réussira? Nous n'avons plus qu'à le souhaiter. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été Merci. notre invité du jour à l'heure où toutes ces questions sont encore posées. Vous l'aurez compris.